Chers étudiants, salam alaikum. Heureux de vous retrouver pour un nouveau cours pour le semestre 5 de la licence fondamentale Économie et Gestion. Je suis le professeur Mohamed Layashi de la faculté de Ain Sba et je suis chargé de vous présenter le cours de gestion financière, notamment deux parties qui sont le choix des investissements et des financements dont dispose une entreprise ou un porteur de projet pour la réalisation de son investissement ou de ses investissements. Dans un chapitre introductif, ce cours va présenter dans un premier temps les objectifs de la gestion financière, le pourquoi de l'étude. On va essayer de donner une définition de l'investissement ou des définitions de l'investissement. On va présenter les typologies ou quelques typologies de l'investissement, ses modes de financement. Toujours dans le chapitre introductif, on va faire appel aux mathématiques financières que vous avez vues en S2 de votre cursus académique. On va faire appel à quelques concepts et quelques techniques qui nous seront utiles pour la réalisation de ce cours. Par la suite, au niveau du chapitre 1, on va présenter les paramètres de l'investissement, notamment l'investissement lui-même, la dépense d'investissement qu'on va qualifier d'I0, le besoin en fonds de roulement prévisionnel, les cash flows et la valeur résiduelle. Dans le chapitre 2, nous présenterons les critères de choix d'un projet d'investissement. Il s'agit notamment de ce qu'on appelle la valeur actuelle nette, de l'indice de profitabilité ou l'indice de rentabilité d'un projet d'investissement, du délai de récupération et du taux interne de rendement. Dans un troisième chapitre, plus loin, on va présenter, ou on va voir ensemble, l'évaluation du coût des sources de financement auxquelles recourt une entreprise ou auxquelles peut recourir une entreprise. Et on va essayer de voir que on ne peut pas ou on ne peut rarement opter pour un seul choix de mode de financement. On sera amené alors souvent à mélanger plusieurs types de financement et on va essayer par conséquent de choisir la structure optimale de financement dont dispose une entreprise. On arrivera vers la fin à la présentation de synthèse de ce cours à travers la préparation de cas en vue de l'examen. Le point de démarrage et le prérequis pour ce cours primordial, c'est la comptabilité générale, la comptabilité analytique que vous avez vu pendant le cursus, votre cursus académique, notamment en S1, S2 et S3, et ainsi que l'analyse financière avec la notion du besoin en fonds de roulement. La comptabilité générale va nous aider à dégager un résultat net d'un exercice. L'analyse financière va nous aider à distinguer ou à estimer ce qu'on appelle un besoin en fonds de roulement. Et on va voir de nouvelles notions qui sont la valeur résiduelle d'un projet, les cash flows résultant d'un projet, comment calculer le taux d'actualisation en relation avec un projet et comment calculer le taux interne de rendement. Et par la suite, on va essayer
de calculer les coûts des différentes sources de financement. Comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, les prérequis de ce cours sont la comptabilité générale 1 et 2, l'analyse et le diagnostic financier et les mathématiques financières. Un des objectifs de la gestion financière, c'est de fournir aux futurs gestionnaires que vous êtes, à tout porteur de projet, les connaissances et les outils nécessaires pour l'évaluation d'un projet d'investissement. Je répète, un des objectifs principaux de ce module de formation est de donner à tout porteur de projet, au futur manager ou au futur gestionnaire que vous êtes, la possibilité d'opérer une évaluation d'un projet d'investissement à travers un ensemble de techniques et d'indicateurs pour comprendre les répercussions financières éventuelles de la décision d'investissement et des différentes dépenses tout au long de la réalisation de l'investissement. Elle va nous permettre, dans cette logique-là, de procéder à une gestion du risque lié à un projet que le porteur essaye de réaliser. À travers cet ensemble de calculs, le premier risque qu'on va essayer d'éliminer ou de comprendre ou de valoriser, c'est est-ce que déjà le projet est rentable? Quel est son niveau de rentabilité? Et parfois même, est-ce que le projet est rentable, mais à un moment ou à un autre, on aura une difficulté au niveau de notre trésorerie? Comment pallier à ces difficultés-là? C'est tout un ensemble d'éléments qui va nous permettre d'anticiper l'évolution du projet d'investissement, notamment pour le réussir. Par conséquent, ce module de gestion financière va nous aider à être plus efficient et plus efficace au niveau de la gestion de nos ressources. Comme vous le savez, et vous l'avez vu dans vos cours d'économie de première année, les ressources sont rares et les besoins sont illimités. Pour tout porteur de projet, il aura financé plusieurs dépenses, mais les ressources souvent dont il dispose ou qu'il a allouées pour un projet d'investissement peuvent être rares. Le module de gestion financière, en dernier lieu, on va dire qu'il va nous permettre de réaliser un apprentissage organisationnel. Au-delà de l'apprentissage de la personne porteur du projet, si on est dans le cadre d'une entreprise, il va impliquer un apprentissage projet suivant projet, et à chaque fois qu'on réalise un projet, on apprend sur les projets précédents. Si on veut définir alors maintenant qu'est-ce qu'un investissement, on va dire que selon l'approche comptable, l'investissement est constitué de tout bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, acquis ou créé par l'entreprise. Et il est enregistré au niveau de la classe 2 de la comptabilité de l'entreprise, au niveau du bilan. Toute dépense qui sera enregistrée au niveau de la classe 2 à l'actif immobilisé peut être considérée comme une dépense d'investissement. Selon l'approche économique,
l'investissement représente tout sacrifice de ressources fait aujourd'hui et qui vise à obtenir dans le futur des résultats échelonnés dans le temps et bien évidemment supérieurs à la dépense initiale. Vous remarquez la différence. C'est que selon l'approche comptable, on est en présence d'une dépense qui, comptablement, affectera plusieurs exercices. C'est la raison qui nous amène à l'enregistrer au niveau de la classe 2. C'est une dépense qui n'affectera pas uniquement l'exercice en cours, mais cette dépense affectera l'exploitation de l'entreprise sur plusieurs années. De la même manière, d'une autre manière, on va parler d'un sacrifice de ressources. On sacrifie la consommation de ressources actuelles parce qu'on ne veut pas les consommer, on ne veut pas procéder à la destruction finale de ces ressources par leur consommation. On va les investir. Pourquoi? Parce qu'on espère réaliser des résultats dans le futur qui sont plus intéressants que la somme investie. Ça nous renvoie à l'approche financière pour laquelle l'investissement représente alors un ensemble de dépenses générant sur une longue période des revenus. Trois vues qui se complètent pour présenter ce qu'est l'investissement. Comptablement, c'est toute dépense qui affectera au-delà de l'exercice en cours plusieurs exercices et, selon l'approche économico-financière, qui générera par la suite des rentrées de flux monétaires supérieurs au flux d'investissement ou au flux initial. On va présenter l'investissement selon deux typologies. Une classification selon l'objet et une classification selon la nature. Classification selon l'objet. L'investissement peut être un investissement de remplacement. Dans ce cas, on va remplacer des équipements anciens par des équipements neufs ayant les mêmes caractéristiques. On change des bureaux par d'autres bureaux. On change des chaises par des chaises. On change des télés par de nouvelles télés. On est dans du remplacement, c'est-à-dire qu'avec l'usure, certains éléments ne sont plus aptes à être utilisés pour l'exploitation. On va les remplacer par de nouveaux éléments et qui ont presque les mêmes caractéristiques, même si généralement il y a une évolution au niveau des caractéristiques. Ça, c'est par rapport à l'investissement de remplacement. Deuxième élément, c'est investissement de rationalisation. L'investissement de rationalisation, ou il peut être qualifié d'investissement de modernisation, généralement, il permet d'améliorer la productivité de l'entreprise. Prenons l'exemple d'un appareil, d'un avion. Lorsqu'on a un avion ancien et on décide de le remplacer par exemple par un Boeing Dreamliner, on va gagner en termes de kérosène, on va gagner en termes de temps pour parcourir une distance. Si on fait Casablanca, par exemple, Kuala Lumpur, ou si on fait Casablanca, New York ou Casablanca, Montréal, si on gagne 1 heure ou 45 minutes à l'aller et 45 minutes au retour, ça va nous permettre de gagner en termes de kérosène, parce que tout simplement, le nouveau appareil est plus léger que l'ancien, il consomme alors moins de kérosène, et lorsqu'on multiplie l'économie de kérosène par vol et par année d'exploitation, ça va nous permettre de gagner beaucoup
et de faire beaucoup d'économies, et par conséquent, notre productivité au niveau du même avion, elle va augmenter. L'investissement de rationalisation, c'est un investissement qui peut être aussi un investissement de remplacement, mais avec ce qualificatif ou avec cette caractéristique de rationalisation. C'est-à-dire que je change un avion par un avion parce qu'il est arrivé à fin de vie, mais en plus de réaliser ce changement, je ne réalise pas juste un changement d'un matériel ou d'un avion par un autre, mais j'essaie d'augmenter en termes de productivité par l'acquisition d'un appareil meilleur. Troisième type d'investissement, c'est un investissement dit d'expansion. L'investissement est dit d'expansion lorsqu'il vise à augmenter la capacité de production. Il est destiné alors pour le lancement de produits nouveaux ou tout simplement le développement de la production. Si on prend l'exemple de Renault Tanger, à l'époque de son démarrage en 2013, il y avait une seule chaîne de production. Mais les managers de Renault savaient à l'avance, parce qu'ils avaient réalisé une projection de la production sur des années, que une année plus tard ou une année et demie plus tard, on va commencer la production sur une nouvelle chaîne de production parce que la première n'est plus suffisante. Alors, on est là en présence, en plus de l'investissement initial, d'un investissement d'expansion qui a pour mission de développer la production de l'entreprise. L'investissement peut être aussi un investissement qui peut être qualifié de stratégique. Vu qu'on est sur l'exemple de Renault Tanger, l'investissement stratégique, c'est le port de Tanger lui-même. Parce que si le Maroc a réussi à attirer Renault ou le groupe Renault-Nissan en 2013, c'est parce que auparavant il avait investi beaucoup d'argent pour la réalisation du port de Tanger avec les caractéristiques techniques modernes du port de Tanger qui vont faciliter l'exportation de la production réalisée au niveau de la zone industrielle de Tanger. C'est un facteur parmi d'autres, c'est un des facteurs clés qui a amené Renault, avec plus du lobbying pour être dans du concret, qui a amené l'entreprise Renault à choisir le site de Tanger et le Maroc pour réaliser son investissement. Alors, le port de Tanger était et est un investissement stratégique, non pas pour une entreprise là, mais c'est pour tout un pays. C'est-à-dire que le Maroc, comme il est en train de le projeter actuellement pour le port de Dakhla, est dans une logique d'anticiper les besoins futurs par la réalisation d'investissements conséquents et qui impacteront la production de toute une région, voire de tout un continent. Parce qu'actuellement, avec la route de la soie, le port de Tanger est un des ports qui va drainer une grande partie de la production chinoise qui sera destinée vers notamment l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest, avec la Mauritanie, le Sénégal et d'autres pays. En dernier lieu, l'investissement peut être un investissement de restructuration. Lorsqu'on évoque un investissement de restructuration, je vais faire appel au cas de l'entreprise ou du holding ONA, actuellement appelé El Mada. C'est une entreprise que tous les Marocains presque connaissent. C'est une entreprise cotée à la bourse de Casablanca et qui a comme particularité
qu'elle gère entre autres les intérêts de la famille royale. L'investissement est dit de restructuration, il vise alors à redresser ou à tout simplement repenser la situation ou la stratégie d'une entreprise, qu'elle soit en difficulté technique ou même lorsqu'elle n'est pas en difficulté technique, commerciale ou financière. C'est ce qu'on appelle i'adat al-haykala, une manière de repenser la stratégie, mais qui va impacter l'activité d'une entreprise. Je disais que un des exemples, c'est l'entreprise ONA. Il y a plus de 10 ans, ONA avait commencé la séparation de plusieurs activités de l'entreprise. Elle a alors lâché quelques activités qui étaient auparavant très rentables et qui l'ont toujours, mais qui étaient des activités générateurs de risques ou de conflits sociaux. Si on prend l'exemple du lait, vous avez tous fait attention il y a 2 ans à l'opération de boycott dont beaucoup de Marocains faisaient partie. Je disais que il y a 2 ans, beaucoup de Marocains entraient dans une opération de boycott pour, entre autres, une baisse ou une faible qualité de certains produits avec un prix très élevé et que ces Marocains ont considéré comme une rente non justifiée. Alors, ils ont décidé de boycotter certaines activités. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'à cette période-là, les doigts de cette catégorie de Marocains qui ont opéré ce boycott visaient quelques personnes. Elles visaient entre autres l'homme d'affaires Akhnouch, elles visaient entre autres la famille Ben Salah et les Marocains, certains Marocains, pour ne pas généraliser, ont considéré que ces personnes-là exploitaient une situation de rente et profitaient du budget du Marocain moyen, notamment pareil aussi au niveau du gasoil et de l'essence via l'entreprise Africa. Je reviens à mon exemple du holding ONA, et comme je vous ai dit auparavant, que ONA, c'est une entreprise marocaine comme toutes les autres, mais elle a comme particularité qu'elle gère les intérêts de la famille royale. Certes, ce n'est pas la grande partie, mais une partie conséquente est détenue par la famille royale. Imaginons maintenant si les Marocains se sont mis à dire que, pareil que ce qu'ils ont dit par rapport à Ben Salah ou à Akhnouch, que le roi est en train de nous exploiter d'une manière non correcte et il bénéficie d'une rente au niveau de produits qui nous sont nécessaires à la vie de tous les jours. Ça serait pas très bien vu pour l'image de l'institution royale. L'investissement de restructuration qui s'est opéré alors ici, c'est que les analystes
une décennie avant, 10 années avant qu'on arrive à cette situation problématique, avait anticipé que par la suite, il y aura un problème au niveau de certains produits qui auparavant bénéficiaient de la caisse de compensation, d'une aide de subvention accordée par l'État qui amenait les prix à rester à un niveau correct et que la stratégie du pays visait à libéraliser la totalité des produits ou presque la totalité des produits et que cette situation va amener peut-être à une situation de conflit. Ils ont alors décidé de se débarrasser de certaines activités qui ne sont pas dans une situation de perte financière au moment où la décision a été faite, mais la projection a amené ces personnes-là à voir que ces activités étaient potentiellement risquées dans l'avenir et on a décidé d'opérer de revoir notre stratégie d'investissement, de laisser tomber ces activités-là et d'aller, par exemple, sur l'activité du solaire avec l'entreprise Mazen qui opère actuellement une production de l'électricité et qui est une activité aussi rentable et qui est propre et qui est bien pour le développement du pays et la préservation des ressources naturelles du pays. Et aussi économique parce que ça nous permet de diminuer notre facture de gaz et de pétrole importé de l'étranger. Voilà alors 5 typologies de l'investissement. L'investissement peut être un investissement de remplacement, je remplace un matériel par un autre qui a les mêmes caractéristiques. De rationalisation, je remplace un matériel par un autre plus moderne qui va me permettre de gagner en termes de productivité. D'expansion, j'augmente ma capacité de production. Stratégique parce qu'il me permet d'avoir une avancée sur d'autres investisseurs. Le cas du Maroc avec l'Algérie, avec le port de Tanger, on a disqualifié l'Algérie, tout simplement, parce qu'on les a laissés à des années-lumière de ce que fait le Maroc actuellement, et un investissement de restructuration, on l'a vu avec le cas de l'ENA ou avec l'exemple de l'ENA. Ça, c'est un exemple pour le Boeing. Il faut savoir que, par exemple, 20 tonnes de carburant pour voler entre Paris, Orly et New York, avec un A321neo, qu'on a besoin de 20 tonnes pour voler entre Paris, Orly et New York, contre 30 tonnes qui étaient nécessaires si on volait sur un Boeing 757. C'est un gain substantiel au niveau de la consommation, aussi au niveau de la pollution, moins de 20% d'émissions de CO2 et de bruit. Et si on rajoute à ça que la tonne coûte $1000, que les 20 tonnes alors que les 10 tonnes par vol multiplié par le nombre d'années, ça nous fait une économie substantielle. Maintenant, on passe à la classification selon nature, ou selon la nature. La classification selon la nature, on peut avoir un investissement matériel, donc du matériel, ou un investissement financier. L'investissement matériel, comme on vient de le voir, c'est un investissement qui peut être de remplacement, de capacité ou de productivité. Un investissement de remplacement, il vise à remplacer les équipements usés. C'est un remplacement, on vient de l'évoquer. Un investissement de capacité, on vise à augmenter notre capacité de production. Et un investissement de productivité, c'est un investissement qui va nous permettre d'intégrer du progrès technique. Un investissement financier, c'est lorsqu'on décide d'acheter des titres au niveau d'autres entreprises
ou d'opérer des placements. L'investissement, selon la nature, peut être corporel ou incorporel. Corporel, c'est lorsqu'on acquiert tout actif physique qui va mener à l'augmentation de l'actif de l'entreprise, et il est incorporel lorsqu'il s'intéresse à des brevets, à des licences, à des fonds de commerce, ou à des études pour la recherche et l'innovation. On investit, mais dans quelque chose qui n'est pas palpable, quelque chose qui a une valeur, mais qu'on ne peut pas toucher tout simplement. On arrive au rappel des mathématiques financières. Pour ce cours, on aura besoin de deux notions qui sont la capitalisation et l'actualisation. Vous vous rappelez que dans vos cours de mathématiques financières, vous avez vu les intérêts simples et les intérêts composés d'une part, et la capitalisation et l'actualisation. On commence par les intérêts simples et les intérêts composés à travers un exemple. Un intérêt simple déjà, c'est un intérêt dont le calcul est proportionnel à la durée du placement et que seul le capital produit des intérêts. Le capital reste alors constant durant la durée du placement et les intérêts seront obligatoirement versés à la fin de chaque échéance. Caractéristique de l'intérêt simple, seul le capital va produire des intérêts. Et il dépend de la durée du placement. Si on a placé sur 1 an, si on a placé sur 6 mois, si on a placé sur 9 mois, ce n'est pas la même chose. La durée, elle va déterminer l'intérêt. Et seul le capital initial, le capital, va générer des intérêts. Ce capital va rester constant tout au long de la période de placement. Et à la fin de chaque échéance, à la fin de chaque placement, on va toucher nos intérêts. Ils seront versés. Soit alors V0, c'est le capital initialement placé, ou K0. I, ça sera le taux d'intérêt pour 1 dirham. N, le nombre de périodes. VA, la valeur acquise. La valeur acquise au bout de X période ou à la fin de la période de placement serait égale à la valeur I0, c'est-à-dire la valeur du placement, plus la somme des intérêts. Comment on calcule la somme des intérêts? La somme des intérêts, c'est V0 que multiplie le taux d'intérêt que multiplie le N qui correspond au nombre de périodes. On factorise avec le V0, ce qui va nous donner VA égale V0 facteur 1 plus I que multiplie N. Appliquons ça à un exemple. Si je vous dis qu'on place 20 000 dirhams pendant 3 ans au taux de 12% l'an à intérêt simple, quelle serait la valeur acquise? Prenez vos stylos, calculette. Mettez pause jusqu'à la fin de l'exercice. C'est un exercice facile, simple. La valeur acquise serait alors V0 qui est égal à 20 000 dirhams que multiplie 1 plus le taux que multiplie la période. Ici, on a réalisé un placement sur 3 ans à intérêt simple. La valeur acquise serait de 27 200 dirhams.
soit un capital maintenant de 5000 dirhams, placé à intérêt simple à 11,5% pendant 2 ans. Et là, on vous demande de calculer la somme des intérêts. Alors, ça donne combien? Stylo. La somme des intérêts est égale à V0 que multiplie N que multiplie T, ce qui va nous donner 1150. La valeur acquise, si on veut la calculer, elle serait de 5000 plus les 1150 et ça va nous donner 6150 dirhams. Là, soit un capital de 3600 dirhams placé à intérêt simple pendant 9 mois à 6%. Et on vous demande de calculer la somme des intérêts. Mettez pause, mettez la vidéo en mode pause et calculez la somme des intérêts. Si vous faites attention, là, on a un taux de 6% long, même si ce n'est pas écrit, et on est en train d'évoquer 9 mois, c'est-à-dire une fraction de l'année. Il faut faire attention à cette donnée. On sait que la somme des i est égale à V0 que multiplie T que multiplie le nombre d'années. Et le nombre d'années ici, il est égal à nombre de mois sur 12 mois. Ce qui nous fait 9 mois sur 12. Ce qui va nous faire 162 dirhams. L'intérêt serait de 162 dirhams, soit la valeur acquise serait égale à 3762 dirhams. Application 4, on vous dit qu'une entreprise a emprunté 20 000 dirhams à sa banque du 16 novembre N au 31 janvier N plus 1, au taux annuel de 6%, et on vous donne comme information que l'année est une année de 360 jours. Quel est l'intérêt dû? On va chercher alors le nombre de jours déjà auquel s'applique l'intérêt. Mettez la vidéo en mode pause et trouvez le nombre de jours et par la suite trouvez l'intérêt dû. Pour le mois de novembre, ça nous fait combien? 15 jours. Le 16 est inclus. Parce que la banque, elle ne va pas nous accorder de l'argent sans compter le 16. On ne va pas, par exemple, dire que janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Novembre, c'est un mois de 32 jours. On va mettre 30 moins 16 jours. Ce qui va nous faire 14 jours. Non. Il faut intégrer le 15e jour. Pour le mois de décembre, c'est 31 jours. Et pour le mois de janvier, c'est jusqu'au 31 janvier, c'est-à-dire 31 jours, ce qui nous fait 77 jours. Et la somme des intérêts ou l'intérêt dû est égal à 20 000 dirhams
que multiplie les 6%, que multiplie les 77 jours sur les 360 jours que représente une année comptable, qui est différente de l'année ordinaire, qui est de 365 jours. Au niveau des calculs, on prend que 360 jours. 256,66. Là, sur un exemple, on vous dit de calculer le montant des intérêts si on place 6000 dirhams à intérêt simple pendant 8 mois à un taux de 9% et en déduire la valeur acquise. C'est facile. Capital de départ que multiplie le taux que multiplie la période. Capital de départ, il est de 6000. Le taux, il est de 9%. Et le nombre de mois, ou la période, elle est égale à 8 mois sur 12. Ça nous fait 360 dirhams. La valeur acquise serait de 6000 plus les 360, 6360 dirhams. On arrive aux intérêts composés. Les intérêts composés vont se caractériser par le fait que les intérêts se rajoutent au capital initial. Tout à l'heure, on avait dit, lorsqu'on était en intérêt simple, que à la fin de chaque période, les intérêts sont détachés et sont versés. Là, on est en présence d'une situation où les intérêts ne seront pas détachés, ne seront pas versés à la personne qui a fait ou qui a opéré le placement. Les intérêts vont se rajouter au capital initial pour produire eux-mêmes ou pour générer eux-mêmes des intérêts lors de l'échéance suivante. Ce qui va nous amener à la relation suivante. La valeur acquise serait égale à V0 que multiplie 1 plus I à la puissance N. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, du placement de 20 000 dirhams, tout à l'heure on avait dit un placement de 20 000 dirhams sur 3 ans au taux de 12%, mais on l'avait vu à intérêt simple. Maintenant, on le fait à intérêt composé. Mettez la vidéo en mode pause et calculons. C'est facile. La valeur acquise serait égale à 20 000 que multiplier 1 plus 12, 0,12 à la puissance 3, ce qui nous donne 28 088,56. Si vous comparez avec tout à l'heure on avait eu 27 200. Vous voyez que lorsqu'on réalise le placement à intérêt composé, la valeur acquise serait supérieure à la valeur lorsqu'on réalise le même placement à intérêt simple. C'est normal, parce que lorsqu'on est en intérêt composé, on n'avait pas touché le fruit de notre placement à la fin de chaque année. Chaque année, on rajoutait le fruit qui est l'intérêt au capital initial et il générait lui-même aussi un intérêt supplémentaire. Sur ce, je vais vous dire très bonne soirée ou très bonne journée et à un prochain cours. Bye bye.